RTL Matin. Jérôme Chappuis, vous recevez ce matin le ministre de la Défense. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin avant le défilé de nos soldats tout à l'heure sur les Champs-Élysées. C'est une armée éprouvée, fatiguée qui va défiler aujourd'hui devant vous. C'est d'abord un grand moment d'hommage de la nation à son armée, parce que cette armée a été depuis le début 2015 soumise à beaucoup de contraintes, à beaucoup d'épreuves, à beaucoup d'engagements. Il a fallu agir à l'extérieur, mais il a fallu aussi agir à l'intérieur pour assurer notre sécurité. Et ce moment du défilé du 14 juillet, c'est une forme d'hommage que la nation va rendre à nos forces armées. Mais ces forces armées sont reconnues par nos concitoyens, puisque un sondage très récent montre que jamais nos forces armées n'ont été aussi respectées, n'ont eu autant de soutien de la part de la population. 87% des Français ont une haute estime de leur armée, et c'est très réconfortant. Je pense qu'il y a aussi une certaine fierté de voir défiler ces hommes et ces femmes qui assurent quotidiennement notre sécurité. De la fierté, et pourtant il peut y avoir des tensions qui s'expriment ici ou là. On va en parler. Il y a un débat en ce moment sur la pertinence de l'opération Sentinelle. 10 000 soldats dans nos rues pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'il faut revoir les modalités de cette opération ? Mais la mission de protection intérieure pour nos forces armées, c'est une mission historique. C'est la vocation de nos forces armées d'assurer la sécurité des Français aussi à l'intérieur. Mais est-ce là qu'ils sont le plus utiles ? Oui, parce qu'il faut assurer la protection et mener la dissuasion à l'égard d'agresseurs éventuels. C'est ça la tâche de l'opération Sentinelle. Sécuriser, protéger, dissuader. Est-ce vraiment efficace ? Écoutez, nous sortons de l'euro. Nous avions imaginé, certains commentateurs, qu'il fallait ne pas aller jusqu'au bout de l'euro, qu'il fallait interdire les fan zones, qu'il y avait des risques suffisamment grands pour éviter cette grande manifestation populaire. Les forces de sécurité, à la fois les forces de sécurité intérieures et les forces armées, ont assuré la sécurité de ce grand événement, et chacun doit leur rendre hommage. La dissuasion et la protection, ce sont les deux missions majeures de Sentinelle, en articulation avec les forces de sécurité intérieure, et c'est la mission de nos forces armées depuis tout le temps. Maintenant que l'euro est passé, vous nous confirmez ? Il y a eu un engagement. La loi prévoit qu'il y a nécessité de 7000 hommes assurant la sécurité intérieure en relation avec les forces de sécurité, gendarmerie et police. Ces forces-là sont au rendez-vous, et à des moments importants comme l'euro, des événements importants comme la COP21, on peut monter à 10 000. La protection a eu lieu, la sécurité s'est bien déroulée. Aujourd'hui, on va passer à 7 000 sur la durée, parce que la menace est toujours là. Il n'est pas question de descendre en dessous de 7 000, même après la fin de l'état d'urgence le 26 juillet. C'est au président de la République d'aviser sur la nécessité d'un maintien à ce haut niveau, mais l'opération Sentinelle se poursuit et se poursuivra. Le président de la République l'a rappelé hier soir, parce que nous sommes toujours en présence de menaces et de risques. Il faut assurer la sécurité des Français. Les forces armées y contribuent. Et d'ailleurs, cette présence-là est reconnue par les Françaises et les Français, puisque énormément de gens dans les sondages montrent que la présence de ces militaires, de ces patrouilles, les sécurise et aussi dissuade les attentats potentiels qui pourraient se manifester. Il y a les effectifs, il y a la visibilité, et puis il y a la question des règles d'engagement qui est, non pas remise en cause, mais enfin qui est questionnée par la commission d'enquête parlementaire qui a rendu un rapport dont on a beaucoup parlé depuis la semaine dernière. Un mot d'explication, Jean-Yves Le Drian, sur un point de ce rapport. On y cite des policiers qui expliquent que le soir des attentats du 13 novembre, les soldats qui étaient présents aux abords du Bataclan n'ont pas eu le droit d'intervenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Il faut que les choses soient claires. Dans de tels événements graves comme ceux du Bataclan, il y a une chaîne de commandement unique. Et il faut respecter ces chaînes de commandement. Il y a une chaîne de commandement unique qui est sous l'autorité du préfet de police de Paris et qui indique à chaque élément de l'action ou de la sécurisation les missions et leurs engagements. En l'occurrence, là, la mission des forces armées était d'assurer la sécurité du RAID et du BRI qui devaient intervenir à l'intérieur et d'assurer la sécurité autour du Bataclan. Donc et les militaires ne sont pas restés les bras croisés comme certaines déclarations ont pu laisser le penser. respecté les ordres. Si on ne respecte pas les ordres dans ce type
d'opération, on ajoute du chaos à l'horreur et c'est inacceptable pour les uns et pour les autres. Donc la logique a été respectée, chacun a fait son travail. Et toujours à propos du 13 novembre, les gendarmes d'élite, le GIGN, sont des militaires. Ils s'en prennent ces jours-ci durement à leur chef, incompétent, pas à la hauteur. C'est un courrier qui est révélé cette semaine par la presse. Il lui reproche son manque d'initiative. Vous avez un commentaire là-dessus ? Moi, j'ai jamais l'habitude de commenter les lettres anonymes, puisqu'il s'agit d'une lettre anonyme. Par ailleurs, le GIGN, comme vous le savez, est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Mais ceci étant... Ce sont des militaires. Ceci étant, la responsabilité des opérations dans ce type d'événements graves incombe à la préfecture de police qui donne des ordres. Il faut respecter ses choix et il faut respecter ses ordres. Sinon, ça part dans tous les sens et ce n'est pas acceptable. N'empêche qu'une lettre, même si elle est anonyme, ça pose la question de l'autorité, de la légitimité. Et c'est de nature à inquiéter les Français quand il s'agit du GIGN. Oui, mais en l'occurrence, sur le Bataclan, la discipline et la chaîne de commandement a été respectée. Alors, l'État est condamné par la justice administrative pour des négligences dans la lutte contre le terrorisme. C'est une procédure qui a été enclenchée par le père d'un soldat tué par Mohamed Merah en 2012. Est-ce que vous regrettez, vous, cette condamnation ? Moi, je comprends la douleur des familles. Je comprends que les familles veuillent connaître toute la vérité. Je comprends que les familles veuillent aussi vérifier s'il n'y a pas de responsabilité qui pourrait être mise en cause. Je respecte cela. Je dois dire simplement que depuis l'affaire Merah, les services de renseignement, les services d'action ont été profondément renforcés. Les qualifications ont été augmentées, les capacités d'action ont été renforcées, ce qui fait que ce risque existe toujours, parce qu'on n'a jamais de renseignement parfait. Mais en même temps, je respecte complètement la tristesse et la douleur des familles. Et Jean-Yves Le Drian, quel est le sens de la médaille des victimes du terrorisme dont la création a été annoncée hier par François Hollande ? C'est mettre en valeur l'engagement, mettre en valeur aussi la solidarité de la nation. Je pense que cette initiative était très opportune ce jour du 14 juillet. Est-ce qu'il s'agit de faire la distinction entre les victimes d'une part et les héros d'autre part à qui on remet la Légion d'honneur plutôt ? Oui, il s'agit d'un acte de solidarité nationale et aussi d'une certaine manière d'une contribution à la mémoire de ce qui s'est passé et à la nécessité aussi de continuer la plus grande vigilance à l'égard des risques et des menaces qui pèsent sur notre pays, parce que c'est toujours d'actualité, même si l'euro est terminé. Il faut évoquer avec vous, Jean-Yves Le Drian, la lutte contre Daesh sur le terrain au Moyen-Orient. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que vous continuez de dire Daesh recule ? Oui, Daesh recule. Daesh recule sur l'espace du califat qu'ils avaient voulu instaurer au Levant. C'est-à-dire la Syrie et l'Irak. Ils ont perdu entre 30 et 40% du territoire qu'ils occupaient ils ont mené ces opérations contre les autorités de l'Irak et de la Syrie. Ils perdent de l'influence, ils perdent du territoire, ils perdent des ressources, ils perdent des moyens et je pense que l'action de la coalition au service des forces irakiennes et kurdes est aujourd'hui en bonne évolution. Et je pense que assez rapidement, on arrivera à éradiquer complètement cette occupation territoriale. C'est pas fini. Notre action a des effets sur le terrain, parce qu'on dit souvent que l'action des avions qu'on va voir défiler tout à l'heure sur les Champs-Élysées est symbolique. Nous frappons tous les jours. Nous frappons tous les jours. C'est pas parce qu'on ne le dit pas tous les matins sur RTL qu'on ne frappe pas. On frappe tous les jours, dans le cadre de la coalition. Quand je dis nous, ce sont les forces aériennes françaises. On frappe sur des centres de commandement, on frappe sur des centres de ravitaillement, on frappe sur les ressources pétrolières, ce qui amène d'ailleurs Daesh à avoir beaucoup de difficultés financières et à avoir des ressources en hommes et en armes beaucoup moins importantes qu'auparavant. Oui, nous sommes sur la bonne voie, mais ce n'est pas fini. Il y a encore deux grands enjeux que sont Raqqa et Mossoul, qui sont des enjeux sur lesquels nous nous préparons en ce moment et qui, je l'espère, permettront rapidement, on ne peut pas fixer de délai précis, permettront rapidement d'éradiquer totalement Daesh. Mais Daesh, c'est deux choses. C'est à la fois une occupation territoriale, celle qui s'est développée au Levant, en Irak et en Syrie, d'un territoire terroriste, un État terroriste qui voulait constituer, qu'ils ont d'ailleurs à un moment donné réellement constitué. Puis c'est aussi une armée terrororiste internationale. Et à ce sujet, d'ailleurs, est-ce que intervient partout, qui mène des attentats d'abord en Europe, on l'a vu en France et en Belgique en particulier, pour déstabiliser les démocraties, pour créer de la peur, mais aussi ailleurs, on l'a vu en Turquie,
Turquie, on l'a vu en Arabie Saoudite. Est-ce que vous nous confirmez ce matin, Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a eu un projet d'attentat en Amérique du Sud contre la délégation française aux Jeux de Rio? Nous veillons à ce que tout indice d'attentat puisse être vérifié. Il y a des indices qui sont justes, des indices qui sont faux. Il a été donné sous le sceau du huis clos, mais ça a fuité le fait qu'une initiative aurait pu être prise sur Rio. D'autres indices peuvent permettre des alertes ici ou là, partout sur là où la France peut être mise en danger. Ce sont des indices sérieux. La délégation de nos athlètes certains sont français sérieux, d'autres pas. Nous vérifions tous les indices lorsque nous en avons, y compris celui-là. Suffisamment sérieux pour que le patron du renseignement militaire nous l'avons vérifié, l'ait dit fin mai devant des parlementaires. Oui, normalement, il n'aurait pas dû le dire publiquement, les parlementaires, mais cet indice a été vérifié, comme d'autres indices sont vérifiés tous les jours. Nous avons déjoué beaucoup d'attentats parce que nous avons vérifié. Et il faut vérifier tout, même lorsque les sources sont éventuellement peu crédibles. Daesh recule en Syrie et en Irak. Est-ce que Daesh progresse en Libye? Non, Daesh recule aussi en Libye, grâce à l'action de groupes armés libyens qui, à partir de l'ouest et à partir du sud, mais aussi à partir de l'est, sont en train de réduire cet îlot de Daesh qui s'était créé autour de Sirte. Ce n'est pas fini, mais l'action qui est engagée là permet aujourd'hui de faire diminuer la présence très significative de Daesh en Libye, qui était très inquiétante parce que nous ne sommes pas très loin de nos côtes et des côtes européennes. Mais aujourd'hui, c'est en réduction. Heureusement, mais là aussi, le combat n'est pas fini. En Libye, il y a maintenant un gouvernement qui est celui de M. El Sarrach. Il importe de renforcer ce gouvernement, de faire en sorte qu'il soit un gouvernement de rassemblement et de faire en sorte que les forces armées libyennes s'unissent pour éradiquer définitivement Daesh sur leur territoire. C'est ce à quoi nous nous employons en apportant notre soutien à toutes les initiatives de M. Sarrach. Un dernier mot sur l'engagement de nos soldats. Pourquoi quitter la Centrafrique, comme l'a annoncé hier François Hollande, alors que le président centrafricain vient de déclarer que son pays était toujours en danger, avec des régions entières qui étaient sous le contrôle de groupes armés? Nous avons évité, par notre intervention en Centrafrique, des bains de sang. Mais aujourd'hui, la France ne peut plus rien. Éviter une forme de séparation de ce pays, une forme de réduction totale de la moindre autorité. Nous avons évité la dislocation de la Centrafrique grâce à notre présence. Nous avons été à un moment donné 2500 soldats. Depuis cette date, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un processus électoral qui a eu lieu, le président qui a été élu. Il y a eu aussi la présence et le renforcement des forces des Nations Unies. Il y a maintenant une mission de formation menée par l'Union européenne pour la qualification des forces armées de République centrafricaine. Donc aujourd'hui, nous estimons que notre mission, qui avait été initiée à la demande des Nations Unies, est terminée. Il faut passer à une autre étape et nous accompagnerons le président Touadéra dans sa volonté de renforcer ses propres forces de sécurité, ses propres forces armées, mais nous estimons qu'aujourd'hui, ce déroulement peut se faire sans une présence très forte de la France. C'est la raison pour laquelle le président de la République m'a demandé d'aller en octobre annoncer la fin de Sangaris, ce qui ne signifie pas la fin de la présence française et ce qui ne signifie pas un désintérêt de la France à l'égard de la Centrafrique, mais il y a autour du président Touadéra des forces suffisamment significatives pour assurer la sécurité minimum de ce pays. Jean-Yves Le Drian, est-ce que le Brexit va changer quelque chose dans les relations sur le plan militaire entre la France et la Grande-Bretagne? Normalement, non. Normalement. La Grande-Bretagne est notre allié. La Grande-Bretagne est une grande puissance militaire. La Grande-Bretagne est une puissance nucléaire. Nous avons, avec la Grande-Bretagne, des traités bilatéraux, à la fois dans le domaine opérationnel, mais y compris dans le domaine nucléaire. Et ces engagements, qui sont les traités qu'on appelle Lancaster House, devront être poursuivis. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le ministre de la Défense, qui était d'ailleurs avant et après le Brexit, ministre de la Défense, M. Fallon, qui le sera toujours. Qui l'est toujours. Et nous avons un dialogue extrêmement franc, extrêmement clair, qui fait que je suis convaincu la relation entre la France et la Grande-Bretagne sur les questions de sécurité, mais ça concerne aussi la sécurité de l'Europe, sera maintenue sur la durée. Ça s'annonce franc aussi avec Boris Johnson, le chef de file des pro-Brexit, qui avec le ministre de la Défense, les relations sont très claires. On pouvait difficilement trouver moins diplomate pour diriger la diplomatie britannique. Je ne porte pas de jugement, mais en tout cas, j'ai avec le ministre de la Défense britannique des relations d'une grande sérénité. Alors on va vous demander un jugement sur Emmanuel Macron. Est-il populiste? Sur Emmanuel Macron,
Est-il Ma populiste? position- J'utilise ma ce mot position parce est que très c'est le mot simple. qui a été Ma utilisé position est très par claire. Manuel Valls hier. Moi, je fais partie d'une équipe gouvernementale. Et dans une équipe, puisqu'on sort de l'euro, il y a un entraîneur qui est le chef de l'État, qui donne le cap, qui donne la ligne. Il y a un capitaine, c'est Manuel Valls, c'est lui qui anime l'équipe. Puis il y a des joueurs qui doivent jouer collectif. Et le meilleur joueur, y compris à l'euro, s'il joue tout seul, il ne marque pas. Donc moi je souhaite qu'Emmanuel Macron soit bien dans le collectif de l'équipe. En tout cas, c'est mon souhait. Il arrive que le sélectionneur se passe des meilleurs joueurs. Oui, mais ça n'empêche pas aussi, quand il y a un meilleur joueur qui n'est plus là, de gagner. Est-ce que c'est tenable cette situation? Est-ce que l'un des deux, Manuel Valls ou Emmanuel Macron, doit partir? Écoutez, moi, il y a une chaîne de commandement dans ce pays. Il y a un président de la République, il y a un Premier ministre. Il n'y a pas de ménage à trois. Il y a une chaîne de commandement à deux, et je la respecte. Et elle fonctionne. Vous discutez, vous, régulièrement avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez la conviction qu'il, quoi qu'il arrive, il ne sera pas candidat face à François Hollande? Les questions que vous posez, il faut les poser à Emmanuel Macron. Est-ce que vous... Je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il est envisageable qu'il soit candidat face à François Hollande? Écoutez, c'est une question qu'il faut lui poser. Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à la période présidentielle. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Il y a la sortie de la Grande-Bretagne, il y a les risques et les menaces qui pèsent sur notre pays, il y a la nécessité du redressement économique du pays, que chacun soit à sa tâche, et à ce moment-là, les Français pourront juger, quand le moment sera venu, qui est le meilleur pour l'élection présidentielle. Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été l'invité de RTL ce matin. Nous vous laissons donc rejoindre les Champs-Élysées, puisque vous serez tout à l'heure, évidemment, aux côtés du président de la République pour assister au défilé.